Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah fait partie de ces nouvelles filles de la campagne, arrivées il y a peu de temps sur le territoire, plus précisément la Corrèze, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, juste vous dire que c'est une jolie plante qui récolte de jolies graines. Bonjour Sarah. Bonjour Sandrine. Un peu plus près du micro, Sarah. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, merci. Avec un soleil pareil, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille ? Alors, je suis Sarah, je suis une femme de 36 ans. Je suis donc la fille de mes parents, la sœur de mes sœurs. Ma famille est composée de mon amoureux, Manu. Et nous avons ensemble un joli petit garçon de 2 ans. Et dans mon clan, il y a aussi des poules et des canards. Des poules et des canards ? Oui. Très bien. Ils sont sympas ? Ils sont très sympas. Ils font un peu leur vie, mais globalement, ils sont sympas. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vis ? Alors, je suis installée en Corrèze, dans Ouais. un petit village qui s'appelle Saint-Julien-le-Vendômois. Ouais. Voilà, entre Saint-Thierry et Lubersac, on peut dire. Petit village de 250 habitants. Et nous vivons dans un hameau de 3 maisons. Voilà. C'est près de Pompadour, c'est ça ? C'est aussi près de Pompadour, ouais. Ouais, ça peut donner un repère, Oui. je pense. Pompadour est connu. Oui, Pompadour avec le château, Les chevaux. les chevaux. Surtout. Ouais. Ok, et depuis combien de temps vous vous êtes installé à Saint-Julien-en-Vendômois ? Alors, on est installé depuis mai 2022, donc ça fait 1 an et quelques maintenant. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais que tu nous détailles à quoi ça ressemble là où tu vis, en donnant le maximum de détails pour que les gens qui nous écoutent puissent s'imaginer. Donc là où je vis, c'est un ancien corps de ferme. Je dis ancien parce qu'il date quand même de plusieurs centaines d'années. En gros, une maison avec des dépendances, tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, d'une ferme de la région. Donc il y a une maison et 2 granges, une porcherie et un clapier poulailler. Et autour, on a 8 hectares de terrain qui font partie de notre propriété. C'est grand, c'est très grand. C'est très grand, donc on n'utilise pour l'instant pas encore tout le terrain qu'on a. On est sur on utilise 1,2 hectare pour le moment. C'est précis. Ouais. 1 hectare. Oui, j'ai quelqu'un de très précis à la maison qui C'est hyper insiste précis. là-dessus. 1,2 hectares. Ok, très bien. Tu parles de fermes du coin. Ça ressemble à quoi, les fermes du coin ? Les fermes du coin, c'est des fermes avec de la pierre apparente, avec la tuile sur les toits, parfois sur les maisons de l'ardoise parce que c'était un peu plus classe et donc ils aimaient avoir une maison différente des bâtiments agricoles en fait. Donc en gros c'est ça, on a 3 bâtiments qui sont pierre apparente avec des tuiles et puis la maison ardoise et crépie. On aime ou on n'aime pas, mais la maison est crépitée. La vie d'avant, elle se passait où ? Alors on vivait juste avant d'arriver en Corrèze, on vivait à Lyon. Ouais. Dans un appartement avec un petit jardin, donc rez-de-jardin, donc on peut dire en ville, mais dans un quartier quand même un peu excentré, c'était la Croix-Rousse. Moi, je suis originaire de là-bas, Ouais. et j'ai fait un passage à Paris, où C'est j'ai pas fait grave. mes études, ça peut arriver, au meilleur, où j'ai fait mes études et où j'ai rencontré mon amoureux. Ça a du bon. Exactement. J'ai fait, donc mes études et j'ai fait mon premier boulot là-bas. Donc, en gros, j'ai vécu 10 ans à Paris, enfin 21 ans à Lyon, 10 ans à Paris. On est descendu à Lyon 4 ans et on est arrivé là, il y a 1 an. D'accord. Très précis. Un peu comme les 1,2.
Merci. Si tu le veux bien, on va démarrer avec le changement de région. Alors pourquoi avoir eu envie de changer de région, de territoire? Pourquoi ici? Pourquoi la Corrèze? Je rappelle que tu es à peu près à 30 minutes de chez moi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 30-35 minutes. La priorité, c'était d'aller vivre à la campagne, Ouais. d'aller vivre dans le milieu rural. On est passé par pas mal de régions, de réflexions sur les endroits où on aimerait vivre. Et pourquoi la Corrèze, donc la Nouvelle-Aquitaine? Une intuition quand même pas mal de Manu, Ouais. qui était venu 1 ou 2 fois et voilà, il avait gardé un bon souvenir. vraiment un beau souvenir. Et donc on est venu balader par ici, on est vraiment tombé amoureux des paysages, des grands espaces. C'est quoi les paysages de la Corrèze? Les paysages, c'est de la forêt, c'est des lacs, des rivières, des grandes prairies, c'est vallonné, c'est des bocages, c'est plein de choses comme ça. Et donc, au-delà des paysages et du vert, de l'eau, etc., ça a été vraiment un coup de cœur pour la population. Et les gens sont sympas, en fait. Les gens disent bonjour, les gens disent merci. Et les gens ont le temps prennent le temps de discuter et de... S'intéresser. Voilà. Hormis l'environnement du territoire et les gens, il y a autre chose qui vous a fait, je sais pas, un coup de cœur? Est-ce que c'est le coup de cœur pour cette propriété que tu as visitée? Comment vous l'avez trouvée d'ailleurs? On s'est arrêté assez... Non, pas vite du tout, mais on a fini par se dire, ok, ça va être la Corrèze. On recherchait entre Périgueux, Limoges et Brive. On avait ce triangle-là. En fait, il s'avère qu'on est vraiment pile au milieu. Donc, on est en Corrèze, mais on a le panneau Corrèze à 100 mètres de chez nous. Hein. On est à la limite de la Haute-Vienne et à la limite de la Dordogne. Ouais. Aussi, on voulait ne pas être trop loin de nos familles, en sachant qu'on a de la famille à Paris, de la famille dans le sud vers Béziers et de la famille à Lyon. Et il y a aussi quelque chose de très important pour nous de pourquoi est-ce qu'on voulait aller vivre à la campagne. C'était pour notre fils. Ouais, on voulait vivre et offrir une vie à notre enfant et à nos potentiels enfants. Une vie au vert, une vie où tu peux sortir, ouvrir la porte, enfin vivre la porte ouverte et il met ses bottes et il sort. Il va nourrir les poules, aller chercher les œufs et puis il s'émerveille devant une fourmi, un gendarme. C'est un bonheur de le voir grandir comme ça et c'était ce qu'on voulait, vraiment. Qu'il puisse avoir une certaine autonomie et puis voilà, avec les copains... du hameau ou du village, voilà, qui puissent faire ça sans que nous, on soit trop stressés, angoissés. Tu l'aurais pas fait à Lyon, je pense pas, dans ton quartier. Non, c'est sûr. Ok, donc on a fait le tour sur les coups de cœur du territoire. Comment s'est passée votre arrivée? Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant à raconter sur votre arrivée ici? Alors, notre arrivée ici, déjà, il faut savoir quand même que on a trouvé notre maison sur une agence immobilière. Et l'agente immobilière qui nous a fait visiter notre maison était originaire de la Croix-Rousse, de là où je viens, à Lyon. Donc quand même assez cocasse. Marie-Pierre, si tu m'entends, c'est devenu notre amie. Donc ça a été comme un petit signe supplémentaire que vraiment c'était cette maison. On en avait visité plusieurs. On commençait un peu à déchanter, à se dire on va pas trouver, on n'y arrivera jamais. Notre projet, ça va pas tenir. Et puis, on a visité cette dernière maison. Et on est arrivé là, dans cette cour, avec tous les bâtiments en pierre, le terrain, de l'eau partout. Et on s'est dit, en fait, c'est ici. C'est la seule maison où on a été d'accord tous les deux. D'accord. Avec Manu. Vraiment, le coup de cœur pour nous, il y avait tous les critères essentiels, plus des critères où on s'était dit, bon, ça, ok, on peut mettre de côté. Pour toi, vivre sur un territoire donc dit rural, c'est comment? Toi qui as vécu quand même dans des grosses villes, beaucoup d'années Lyon, Paris, enfin c'est waouh. Ça a été finalement assez intuitif. J'aime être proche des gens que je côtoie au quotidien. D'accord. Donc pour moi, c'était important de connaître mon boulanger, de connaître mes voisins. Créer du lien? Créer du lien, mais du lien pas superficiel, vraiment de demander aux gens comment ils vont, de suivre un peu les événements de leur vie, de savoir que le papa de l'agriculteur d'à côté a eu un accident, donc comment est-ce qu'on peut l'aider, et puis prendre des nouvelles, etc. Mais ça demande quand même à s'adapter, évidemment, puisque en fait tu peux pas sortir à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine pour aller acheter un truc qui te manque dans ton placard, en fait. Faut s'organiser, planifier. Ça, c'est pour la vie dans la ruralité. Voilà. Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que la vie à la campagne
répond à ce besoin que tu avais de créer du lien, de faire partie peut-être d'une communauté ou d'être... Oui. Voilà, Oui. ça c'est un peu le propre de la campagne, tu crois pas? C'est un peu comme ça la vie ici. Moi, je pense que si tu vis pas en communauté, si tu vis seul en ermite à la campagne, c'est compliqué. Ouais. Après, ça dépend de ton tempérament, ça dépend de ton activité, de ce que tu fais. Mais moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. Je vois à quel point les gens ont pu nous aider autour de nous et on veut rendre ça aussi. Et ça fait partie de ce qu'on aime faire aussi dans la vie, autre que notre travail ou autre que notre vie de famille, quoi. Et puis, en fait, c'est sûr qu'on peut pas sortir à n'importe quelle heure, aller acheter quoi que ce soit. Mais en fait, la communauté, elle est là pour ça aussi. Et donc, en fait, c'est plus facile aujourd'hui d'aller toquer à la porte ou d'envoyer un petit message dans le groupe du village pour dire « Eh oh, vous auriez pas deux œufs à me dépanner parce que mes poules, elles pondent pas en ce moment » ou là, je peux pas aller me déplacer, faire 10 minutes de voiture pour aller trouver ci ou ça. Que ce soit des outils, que ce soit tout ça, c'est une autre façon de penser et de s'organiser. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici ? Alors, ce que tu es venu chercher, on en a parlé un peu, tu l'as dit, je pense, au départ. Là, si tu avais une ou deux ou trois choses, vraiment, sur les choses les plus gros kiffs que tu as dans ta vie aujourd'hui, ici, c'est quoi ? C'est l'espace, c'est le calme, c'est la beauté des paysages quand je me balade, autant à pied qu'à vélo qu'en voiture. Et il y a vraiment un truc que j'adore, c'est de voir passer les saisons. On voit déjà l'impact qu'on a pu avoir sur notre environnement juste tout proche, mais on voit aussi tout ce qui se passe à côté quand on se balade dans les champs, dans les forêts. On voit la diversité des animaux, c'est pas les mêmes en fonction de la période de l'année. Et puis le paysage qui change, le printemps qui s'est réveillé, c'était incroyable. Ouais, c'est magique, ouais. Je me sens un peu plus grande de pouvoir faire, de pouvoir gérer vraiment ce que je fais de ma vie, en fait. Ça, c'est cette installation sur ce territoire qui te procure ça ? Je sais pas parce que je me suis pas installée ailleurs, mais je sais que c'est mon installation loin des miens. Ouais. Bon, on va pas dire que tout est toujours tout beau, tout rose. Il faut quand même peut-être donner quelques petits autres détails. Qu'est-ce qui est compliqué, selon toi, quand même, à la campagne ? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce qui a été compliqué depuis le départ, c'est de comprendre un peu comment ça se passe en fait, les liens, les codes, comment ça se passe entre les villages, entre les administrations. Chaque mairie est différente. Nous, on a notre petit village et puis on va aussi dans les autres villages. On va à Lubersac, on va à Pompadour, on va à Saint-Thirier. À chaque village, c'est différent. Donc il faut comprendre, comme tu dis, les codes et savoir à qui s'adresser et comment, et d'une certaine manière comprendre comment ne pas blesser certaines personnes parce qu'on va vouloir intégrer tel ou tel projet, mais on veut pas non plus dire ok, c'est bon, je suis là, tu peux partir. Enfin, il y a une espèce prendre de trop de place, faire de l'ombre. Oui, il faut vraiment être humble et dire moi j'ai une certaine expérience dans certaines choses, est-ce que je peux vous aider ? Je pense qu'il y a vraiment cette chose-là, est-ce que je peux vous soutenir ou est-ce que je peux vous aider pour ensuite pouvoir être intégré dans... Et prendre sa place. Voilà, dans certaines organisations qui sont en place depuis des années, en fait. Ouais. Les gens, ils n'ont pas eu besoin de nous pour vivre. Donc, oui, je pense que tu as complètement raison. Donc, c'est la chose la plus c'est ça qui est compliquée. Le plus difficile aujourd'hui. C'est pas du tout un poids, c'est juste que ça demande une certaine énergie et pas mal de communication et de réflexion. On en parle beaucoup avec Manu, par exemple, et puis avec les copains du village qui sont aussi des nouveaux arrivants, pour essayer de voir eux leur point de vue, comment est-ce qu'ils voient les choses et comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour ne pas froisser les anciens, mais s'intégrer quand même et relancer une certaine dynamique, choses comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent de la ville, de ton ancienne vie, comme ça ? Mes amis et ma famille. Ouais. Sinon, non. Tout ce qui est activité sociale, je peux les faire. Là, je les fais pas parce que j'ai pas le temps et que je n'ai pas l'envie. Mais si j'ai envie d'aller au ciné, il y a un ciné à 15 minutes de chez moi. Si j'ai envie d'aller boire un verre, il y a un bistrot dans mon village qui est très sympa. C'est l'incontournable. De toute façon, tu n'achètes pas une maison s'il n'y a pas un bistrot. Ah bah non, heureusement que Dany est là. Mais si j'ai envie d'aller faire du shopping, je peux aller faire du shopping. Mais si j'ai envie, j'y vais. Mais en vrai, ça me manque pas tout ça.
Le changement de territoire s'est amorcé en même temps qu'un changement de métier. Alors, on n'a pas encore parlé de ton changement de métier, on n'a même pas parlé encore de ton ancien métier, donc tu vas tout nous dire là dans quelques instants. Mais est-ce que les deux se sont faits à peu près en même temps ? Alors, en fait, la priorité, c'était de partir, quoi qu'il arrive. Que je trouve le même travail ici ou pas. C'était pas du tout la question. L'idée, c'était de partir. Je le dirai tout à l'heure, mais je fais un métier qui se trouve partout. La priorité, c'était de partir pour que Manu puisse installer son activité. J'aime bien, elle a failli le dire, et puis hop, ah non, son activité, elle ne nous a pas encore tout révélé. Je fais un peu de suspense quand même. Suspense, merci. Et donc, l'idée, c'était ça. Je savais que j'allais participer à l'installation de cette activité. Je savais pas, et je sais pas encore aujourd'hui, si je vais être à 100%, si je vais être à mi-temps, à temps partiel. Alors maintenant, on va y aller. Hein. Tu faisais quoi avant comme métier ? Alors attention, j'ai été ergothérapeute. Ouais. J'emploie le passé, mais en fait, je le suis encore. Et c'est un métier que, de toute façon, je suis au fond de moi. Tu peux préciser ce que c'est, ergothérapeute ? Donc, être ergothérapeute, donc l'ergothérapie, c'est un métier paramédical. On peut travailler dans plein de structures et d'endroits différents. Mais globalement, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie ? C'est permettre aux gens de rester le plus autonome possible dans leurs activités de vie quotidienne. Donc, ça va être de réfléchir avec eux à quelles sont leurs activités de vie prioritaires pour eux et leur permettre de le faire seuls. Tu peux donner un exemple ? Oui. Concret ? Avec ou pas des adaptations, mais je suis spécialisée en pédiatrie, donc j'ai travaillé uniquement qu'avec des enfants et des adolescents. Donc, ça va être une jeune fille qui a, par exemple, une scoliose au niveau de son dos, donc un déformement. Un déformation. Un déformement. Une déformation au niveau de sa colonne vertébrale. Elle va avoir un traitement orthopédique, donc ça veut dire qu'elle va devoir porter, par exemple, un corset, qui est quelque chose qu'on met autour de son tronc. Son buste. De son buste, pardon. Autour... je suis dans les arbres. Tronc d'arbre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme un corset qu'on met autour de son buste et qui, forcément, va nous empêcher de faire certaines choses. Puisque quand on est bloqué des hanches aux aisselles et qu'on ne peut pas se plier ni en avant sur les côtés, voilà. Donc, ça va être de leur montrer une certaine gestuelle pour qu'ils puissent continuer à mettre leurs chaussettes, leurs chaussures, qu'ils puissent continuer, c'est bête à dire, mais d'aller aux toilettes et de pouvoir s'essuyer seuls. Parce qu'en fait, à 14 ans, t'as quand même pas trop envie d'appeler papa ou maman pour faire ce genre de choses. Ça va être de leur montrer comment mettre leur sac à dos parce que il peut pas se pencher en avant et le prendre. Voilà, ça va être la mise en place d'un fauteuil roulant pour un enfant qui a eu un accident et donc adapter le domicile pour qu'il puisse rentrer, se déplacer. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Ça veut dire que c'est dans la vie, ça peut être tu peux intervenir dans la vie personnelle des gens, mais aussi dans la vie professionnelle. Oui, ça va être professionnel, scolaire et à domicile. Et toi, tu étais spécialisée pour les enfants, mais effectivement, tu peux aller jusqu'aux personnes âgées. Oui, ça va du tout petit bébé aux personnes âgées. À la petite mamie. Voilà. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Donc ça, c'était ton ancien métier. Précise bien, finalement, c'était plutôt un ras-le-bol de territoire, c'était pas un ras-le-bol de métier en ce qui te concerne. Ton métier, tu le kiffes toujours. Mon métier, je le kiffe toujours. Je sais en revanche que je ne veux plus travailler dans les structures dans lesquelles j'ai pu bosser. Ouais. C'est-à-dire gros centre de rééducation, grosse usine quoi, avec une hiérarchie, on peut dire plutôt malveillante. Et j'avais une espèce de deadline en tête. Quand j'ai commencé ce travail à Lyon, je travaillais dans un service avec un chef de service qui était conscient et qui était très reconnaissant du travail des ergothérapeutes et des autres rééducateurs d'ailleurs, parce qu'on travaille avec des kinés, avec des ostéos, avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, etc. Et je savais qu'il partait à la retraite et je m'étais dit, quand il partira à la retraite, je partirai. Je savais. Pardon. Elle crache. Je vais m'asphyxier avec ma salive. Tu peux boire. Hein. Tu peux. Sinon, crache par terre, n'hésite pas. Surtout pas. Tu veux pas que je crache sur le micro ? Bah non, ça pas. Je change les bonnettes, hein, mais après c'est parce que bon, si j'oublie entre temps. Ça se verrait quand même.
Oui, non, je savais que je partirais, je savais pas où, je savais pas comment, mais c'était un peu l'idée que je m'étais faite. Et ce qui est aussi, je pense, important à dire, c'est que je me suis toujours dit que je serais pas ergothérapeute en structure toute ma vie. J'ai toujours eu en tête que j'aurais plusieurs métiers. Plein d'autres projets dans ma tête liés à d'autres choses que l'ergothérapie. Tu me fais penser à quelqu'un. Tu pourrais de toute façon, à la limite demain, tu pourrais très bien continuer ce métier sur un système mi-temps indépendant et puis travailler sur un autre projet. Complètement. Ça, c'est OK. Complètement. Il y a du travail là dans notre territoire et partout en France, il y a des postes d'ergothérapeute de toute façon. Alors comment, ça c'est important, je voudrais savoir comment ton entourage, enfin votre entourage, parce que c'est pas uniquement ton projet, c'est aussi le projet d'une famille, enfin en tout cas celui de Manu et toi. Donc comment votre entourage, famille, amis, ex-collègues, comment ils ont réagi sur le fait de changer de territoire et après changer de métier, puisque lui aussi il a changé de métier. Comment ça s'est passé ? Alors, globalement, j'aime à dire qu'il y a eu une grosse majorité de personnes très enthousiastes. Je pense qu'il y a eu un certain étonnement de certaines personnes, mais je pense que c'est plutôt des gens qui ne me connaissent pas si bien ou qui ne nous connaissaient pas tant que ça. Ouais. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, mais c'est super, allez-y. » On n'a qu'une vie. Oui, il y a ce truc-là, on n'a qu'une vie. De toute façon, vous pourrez toujours revenir en arrière. C'est pas si jamais ça va pas, vous pourrez repartir, vous pourrez revendre et tout ça. Ça nous a quand même pas mal aidé aussi nous de se le dire parce que finalement, une maison en Corrèze, ça se revend. Ouais, de se faire confiance. Enfin, en tout cas, de dire qu'on est suffisamment capé pour faire marche arrière ou pour changer de chemin en cours de route. Oui, on s'est toujours dit ça, mais pour tout, en fait. C'est quand on a décidé de vivre ensemble, par exemple, avec Manu, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Quand on a décidé de vivre ensemble, on s'est dit, si ça marche pas, on trouvera une autre façon de faire, en fait. On trouvera quelqu'un d'autre ? Non. On trouvera 2 appartements. Non, mais il y a toujours ce truc de rien n'est gravé et rien n'est définitif. Et après, évidemment, on a senti, plus ou moins fortement, de l'inquiétude, évidemment, qui s'est traduit par des questions, par... Plus sur le territoire ou le changement de métier ? Qu'est-ce qui, à ton avis, était le plus touchy ? C'était peut-être les deux, mais est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que c'était le fait de déménager en Corrèze ou c'était le changement de métier, de quitter 2 jobs corrects, enfin, tu vois ? Pour Manu, il n'y a pas eu de gens qui lui ont dit « mais t'es fou de quitter ton boulot » parce que Manu, lui, il était animateur dans une école à Paris et il écrivait les spectacles de théâtre de fin d'année. D'accord. Donc je pense qu'il n'a pas eu de gens qui lui ont dit « mais t'es fou de quitter ce boulot, qu'est-ce que tu vas faire ?» Parce que ça fait des années qu'il parle de ça, qu'il dit qu'il veut aller vivre à la campagne, qu'il veut aller planter ses graines et planter ses trucs et être seul un peu. Elle nous a donné un indice. Quand même, je distille un peu d'informations. Moi, j'ai eu plus de réflexion mais tu quittes un CDI, mais c'est un boulot que t'adores, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, t'y connais rien, tu le suis, rassure-nous, tu vas garder ton travail, est-ce que t'as vu là-bas des annonces, est-ce qu'il y a du boulot pour toi, mais quand même, il faut qu'un des deux ait un travail, etc. etc. Ça a été pas mal d'inquiétude. Après, il y a eu aussi votre maison, quand même, elle est vétuste, elle n'est pas isolée, le premier hiver, comment vous allez faire ? Les mêmes inquiétudes, les mêmes réflexions qu'on a eues quand on est parti en camion. Notre fiston, il avait 6 mois. On est parti avec notre fourgon, un matelas. Ouais, j'allais dire, quand tu dis camion, c'est un peu étrange. C'était un fourgon, un van. C'était un van qu'on peut dire aménagé à notre sauce, c'est-à-dire qu'on avait fait l'isolation, on avait mis un sommier et notre fils dormait dans une nacelle. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Olivia de la Goursaline, d'ailleurs. Olivia, si tu nous entends. On est allé crécher chez eux. Donc oui, on est un peu passé pour des fous. On nous a dit, mais en plein hiver, on est parti au mois de décembre, il faisait pas très chaud, c'est sûr. Donc c'est un peu cette chose-là d'un certain confort auquel on est habitué en fait quand on vit en ville. Donc ça peut faire un peu flipper les gens. Oui, leur propre peur. Voilà. Et il y a un truc qu'on s'est dit il y a quelques jours avec toi, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, ça m'a fait rire et en même temps, tu avais mis le mot au-dessus. C'était sur cette fameuse phrase
Ah, mais moi, je pourrais pas. Alors, j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, pas vos amis, votre famille qui ont envie de faire ce type de projet, comme celui de Sarah, de toutes les autres filles ou le mien, ne dites pas aux gens « Oh, moi, je ne pourrais pas ». Ça, c'est un truc, parce que je pense que dans certaines situations, ça peut être un peu, c'est ce que tu m'as dit, et j'ai trouvé ça très juste, dénigrant, c'est ça ? Oui, ça peut être pris de façon un peu péjorative, alors que c'est certainement pas la volonté des gens, mais en fait, en soi, on te demande pas de le faire. Dis-moi plutôt, c'est courageux, est-ce que ça va ? Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te convient ? Est-ce que t'es heureuse ? Plutôt que de dire « moi, je pourrais pas ». Parce que cette phrase-là, je l'ai beaucoup entendue par rapport à mon métier aussi, quand je dis que je travaille dans le monde du handicap, de personnes qui sont en situation de handicap, etc. Souvent, c'est « ah ouais, non mais moi, je pourrais pas ». Et en fait, pas grave, c'est OK que toi, tu puisses pas. Mais moi, je peux, donc laisse-moi vivre ce projet, ce rêve, cette envie. Laisse-moi aller au bout de mes choix et de mes envies. Ouais. Et voilà. Il y a une autre chose qu'on a pas mal ressenti aussi en partant. Dis-moi. Ça a été quand même la tristesse de nos proches de nous voir partir un peu loin. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « c'est super, c'est génial, on est content pour vous, allez-y, foncez ». Mais ils nous ont dit « mais vous nous faites un peu de partir si loin parce qu'on va moins se voir, parce qu'on sait que vous allez faire une activité où vous serez moins dispo. » Très pris, oui. Très pris, que vous n'aurez pas forcément au départ les moyens aussi de vous déplacer si facilement, les moyens financiers, j'entends. Donc, parce que tu as un camion, donc tu peux bouger quand même. Voilà, mais il faut quand même mettre du diesel dedans. Oui, j'avoue que effectivement, ça je pense que c'est une partie qui est commune à toutes les nouvelles filles de la campagne. Le fait de quitter ses amis et sa famille, c'est la partie la plus compliquée. Il y en a qui t'ont donné de bons conseils ? Là, elle reste stoïque. Si. Je pense encore une fois à Olivia et son cher et tendre David, qui nous ont dit « vous avez bien fait d'oser demander de l'aide ». Parce que, sur l'installation ? Oui. Autant sur le déménagement que sur l'installation de notre activité. Pourquoi ils ont dit ça, tu crois ? Parce qu'eux, ils n'ont pas osé. Parce qu'eux, ils se sont épuisés sur là où les premières années. Ouais, la mise en œuvre. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont vu, du coup, nous, ils nous ont complètement suivis parce qu'en fait, on était chez eux quand on a trouvé la maison. On les a emmenés visiter, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et tout ça. Donc, ils ont été très, très enthousiastes. Ils nous ont beaucoup soutenus, beaucoup aidés. Et quand ils ont vu sur la première année les chantiers un peu participatifs qu'on a pu faire, et l'aide qu'on a osé demander, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui nous ont proposé spontanément, mais on a aussi appelé, en fait, pas à l'aide, mais on a appelé à l'aide sans que ce soit un SOS, mais on a appelé les gens à venir nous aider. Et du coup, ils nous ont dit, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas osé faire, et que je pense, si c'était à refaire, on le ferait différemment par rapport à ça. Ça, c'est un bon conseil à distiller. Oui. On va peut-être créer une association, donc les nouvelles filles de la campagne, et effectivement, on viendrait accompagner les nouveaux arrivants. Et ça se fait, et les gens sont hyper enthousiastes, et surtout nos copains de la ville, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, les peurs d'entourage, famille, est-ce que ça aurait pu impacter votre décision, ta décision ? Je pense que globalement, non. J'ai essayé, là, sur cette étape de ma vie, de faire vraiment ce que je voulais, et ne pas prendre en compte les réflexions, les remarques des autres. Je pense que ça a quand même joué sur la distance, c'est-à-dire qu'on était prêt un peu à partir un peu à l'autre bout de la France et on a un peu quand même réduit la voilure, comme on dit. D'accord, un peu minimisé. Voilà, en se disant, ok, là, c'est quand même assez central et aujourd'hui, on se dit qu'on a vraiment fait le bon choix. Et puis, on est vraiment à mi-distance de nos deux familles. Donc on a, je pense, bien fait quand même de faire ça. Puis, ne serait-ce que pour notre fils, pour qu'il puisse continuer à avoir ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, c'est quand même hyper important. Donc, en plus, si tu avais été plus loin, tu n'aurais pas rencontré Olivia David, tu ne m'aurais pas rencontré, on n'aurait pas fait le podcast. Ah non, mais c'est ça. J'aurais loupé ma vie. La vie serait complètement différente. Ouais, triste. Complètement. Ok. Sans lumière. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap ? Alors, passer le cap du territoire et du métier, ou en tout cas du territoire. Alors, chacune des nouvelles filles de la campagne a apporté sa réponse. J'attends la tienne. Pour moi, c'est bête à dire, mais il faut le faire quand on est prêt, quand on le sent vraiment viscéralement que là, ça y est, il faut y aller. Je sais aussi qu'il n'y a jamais de bon moment.
C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver une excuse, se dire non, mais allez, encore 6 mois, non, mais j'ai pas fini ce projet, ah non, mais il est trop petit, ah non, mais il est pas, enfin, il est trop grand, voilà. Donc, je pense qu'il faut sentir au fond de soi que là, c'est plus possible et il faut y aller. Faut pas non plus être dans un burn-out total parce qu'on va prendre des décisions un peu trop hâtives. Ouais, et puis voilà. tu emmèneras ton burn-out avec toi. Voilà, donc non, je pense que nous, ce qui nous a décidé, c'est qu'on s'est dit, bon, voilà, ça y est, on a 30 ans passés, on a bien voyagé, on a bien bringué, on a bien profité de toutes les des plaisirs choses, de la ville. Voilà, des plaisirs de la ville, mais ça y est, là, c'est bon. Qu'est-ce que tu supportais plus en ville ? Le bruit, ouais. Les gens, hein les odeurs. c'est ragoûtant, n'est-ce pas? Le rythme un peu, même si j'aime pas dire que oui, à Paris ou à Lyon, les gens sont stressés et tout. En fait, des gens stressés, il y en a partout. Et des cons, il y en a partout. C'était ça, et puis de pas être libre de me lever le matin et de me dire je vais faire ça, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Et de sortir, d'ouvrir la porte, de la laisser ouverte, et de la maison, et de pouvoir voir ce qui s'est passé pendant la nuit, ce qui se passera pendant la journée, le temps qui passe, les saisons, etc. Enfin, on va parler de votre projet. Donc, si j'ai bien compris, à la base, c'est Manu qui avait cette idée en tête, et puis tu l'as suivi corps et âme. Alors, c'est quoi votre projet ? Qu'est-ce que vous faites ? On est installé en producteur de plants et de semences. À la base de la base, c'est Manu qui avait l'idée d'être producteur de semences. Donc, les semences, c'est les graines. Être multiplicateur de graines, en fait. Donc, ça veut dire planter des graines, faire pousser nos légumes, nos fruits, récolter les légumes, les fruits, récolter les graines, les mettre en sachet et pouvoir les distribuer. Il a fallu quand même que je mette un peu mon grain de sel là-dedans. Au bout de 6 mois, 9 mois, on s'est dit, bon, avant d'arriver à la graine, il va falloir quand même qu'on fasse une autre activité, ne serait-ce que pour se faire connaître et pour rentrer un peu d'argent quand même. Ouais, parce que cette installation sur la semence, ça prend du temps avant de récolter et de pouvoir en fait, en distribuer. Gros, on rentrera peut-être dans le détail, mais en gros, tu fais tes premiers semis, ça veut dire tu plantes ta graine dans ta terre au mois de mars, tu récoltes au plus tôt au mois de juin. Oui. Nous, on avait du retard, donc voilà. Mais en gros, tu peux commencer à récolter au mois de juin et tes graines, tu les vends au mois de janvier. Puisque les gens achètent leurs graines janvier-février pour pouvoir commencer leur semis au mois de mars. Donc il y a quand même un certain laps de temps avant. Et donc voilà, on commençait à avoir un peu nos économies fondre. Donc on s'est dit de quoi les gens ont besoin et qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer. Faire du maraîchage, ça nous est passé par la tête aussi. Donc ça veut dire planter, récolter les légumes et puis les vendre. Oui. C'est assez saturé dans la région. Il y a beaucoup de maraîchers en place depuis des années, des nouveaux qui se sont installés. On ne va pas aller dans un marché qui est déjà saturé. En plus, les maraîchers, on commençait à bien les connaître, c'était devenu nos copains. Ouais. Donc on n'allait pas non plus leur faire de l'ombre. Donc on s'est dit de quoi les gens ont besoin et on a eu pas mal de retours sur moi je fais mes semis mais ça marche pas, mes tomates elles sont minus, nanana. Je vais acheter mes plants, mais c'est pas des plants de qualité, etc. Donc là, on s'est dit, nous, on va faire des plants. Parce que pour le coup, il n'y a pas dans notre coin, en tout cas, enfin, s'il y a peut-être une personne qui fait des plants, mais il n'y en a pas qui font des plants en bio pour les jardiniers amateurs. Sinon, ça s'achète en général en pépinière. Oui, ça s'achète en pépinière ou chez des jardiniers spécialisés en plants, mais c'est souvent pour les professionnels. D'accord. Donc, c'est de la grosse production, voilà. Et le jardinier lambda, enfin amateur, lui, s'il produit pas ses plants lui-même, enfin, on trouve ça, Il va les trouver en jardinerie. Il va les trouver, dans les grandes marques de jardinerie que tout le monde connaît. Il va les trouver dans une petite épicerie bio qui va vendre quelques plants, etc. D'accord. Mais c'est vrai qu'évidemment, avant qu'on arrive, les gens, ils se fournissaient ailleurs. Mais on a quand même eu
une certaine demande en disant ah bah oui, si vous faites des plants, nous on est preneurs. D'accord. Parce qu'il y a certains légumes qu'on peut planter directement en terre, donc les gens ils vont le faire, type des radis, des carottes, etc. Nous on vend pas des plants de radis ou des plants de carottes, ça s'appelle du semi-direct en fait. Tu plantes la graine directement dans ta terre, en pleine terre, sous ta serre ou en plein champ. Mais par contre, tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, etc., ça demande une certaine chaleur, un certain... Donc faire les semis. Voilà, il faut faire les semis, il faut ensuite rempoter tes semis et après tu vends aux gens le plant de tomates qui fait déjà 20, 25, 30 cm. Et après l'amateur va planter dans son directement jardin. Dans leur jardin ou sous leur serre. Donc ça c'est la première chose que vous avez mis en place. Voilà. Donc notre activité c'est ça, vente de plants de légumes et là la deuxième partie c'est du coup multiplication des graines et vente des graines. Donc on veut produire nos propres semences pour pouvoir replanter les années suivantes et pouvoir vendre aussi des graines aux gens qui veulent en acheter et qui font leurs propres semis, etc. Ok. Vos plants, aujourd'hui, vous les vendez à quel endroit ? Donc, il faut savoir que la vente de plants, elle se passe du mois d'avril au mois de juillet pour les plantes potagères d'été, quoi. Donc, voilà, on vend sur le marché de Saint-Thirier le samedi matin, Saint-Thirier-la-Perche. Oui. On vend dans une épicerie traiteur qui est à Lubersac, qui est tenue par des amis et voisins. On avait organisé cette année aussi 2 ventes à la ferme pour montrer un peu comment est-ce qu'on travaille. Et voilà, les gens aiment bien aussi venir voir sur place. Donc c'est ça. Et après, l'activité de vente de semences, ça va plutôt commencer au mois de janvier jusqu'au mois de mars à peu près. Après, on aura toujours, si on a du stock, on aura toujours des graines. Donc les gens pourront toujours nous en acheter. Mais en gros, c'est ça. Ça se passe... Donc il y a vraiment des temps forts. Oui, complètement. Et les semences, elles vont être... on pourra les trouver où ? Alors ça, c'est encore un peu à définir. On aimerait faire un site pour pouvoir les vendre en ligne. Parce que des plants, on ne peut pas les vendre en ligne. Mais des sachets de graines, ça se fait. Et puis, on les aura du coup sur nos marchés quand on recommencera la saison prochaine. D'accord. Et je pense qu'on va essayer d'aller toquer aux portes des maraîchers et des maraîchers qui font leurs propres semis. Parce qu'il y en a aussi qui font leurs semis et qui n'achètent pas forcément tous leurs plants. Qu'est-ce que tu préfères dans cette nouvelle activité ? Là, je peux en parler parce on peut dire qu'on a fait une saison. Donc, on est passé de la graine à la récolte, ça y est. Ce que j'ai préféré vraiment, c'est les semis. Donc, c'est planter les petites graines. Les mettre au chaud, prendre soin d'elles. Pourquoi ? T'aimes bien ça ? C'est bizarre, hein ? Ouais, c'est bizarre. T'es bizarre comme fille. Ouais, je suis vraiment bizarre. de les coucouner, quoi. Et ça se dit pas trop ça. Hein. Bon, si t'as envie de le dire, tu peux le dire. Hein. De prendre soin des petites graines. Et puis, ce que j'adore, et je suis en plein dedans, c'est de transformer, cuisiner nos produits. Donc, il y a certains légumes qu'on récolte et qu'on ne peut pas utiliser, qui ne sont plus comestibles. Par exemple, les aubergines, par exemple, les concombres. Pourquoi elles sont plus comestibles ? En fait, elles sont comestibles dans le début de leur cycle. Ouais. Donc, si tu veux cueillir tes aubergines, cueillir tes concombres pour les manger, c'est OK, sauf que tu pourras pas récupérer les graines parce qu'elles auront pas assez maturé et elles ne seront pas devenues fertiles. Pour tous les légumes, c'est comme ça ? Non, pas pour tous les légumes. Parce que les tomates, par exemple. Voilà, les tomates, on les cueille, on les récolte, on enlève les graines. Ce que tout le monde peut faire, hein, tu prends ta tomate, quand elle est bonne à manger, elle est bonne à récolter en termes de graines. Mais pas les autres légumes. Voilà, enfin, en fait, par exemple, les melons, les pastèques, les tomates, les poivrons, tout ça, tu peux récolter les graines et consommer la chair des légumes. D'accord. Par contre, aubergines, concombres, courgettes, ça, tu es obligé de leur faire finir leur cycle de croissance et donc elles ne soient plus comestibles pour toi. Ton aubergine, elle va plus être violette, elle va devenir orange marronasse. Ouais, c'est ce que tu m'as montré sous ta serre où il y en avait une qui avait une drôle de couleur. Je me suis la courgette, en fait, on la récolte très tôt dans son cycle de croissance. Et pour que nous, on puisse avoir des graines fertiles, on doit les laisser devenir orange.
des courgettes vertes, elles vont devenir oranges. Et quand elles sont totalement oranges, là, on va pouvoir les cueillir et récolter les graines. D'accord. Mais du coup, on peut Ça, je pas, savais pas. nous, les manger. Donc, on les transforme autrement, on les donne aux animaux. Mais Oui. voilà. Donc, moi, là, je suis dans cette phase de... On récolte certains légumes qu'on peut pas manger et d'autres qu'on peut manger. Et donc, je transforme Ce qu'on peut manger. ce qu'on peut manger. La cuisine, c'est ma passion. Une de mes autres passions. D'accord. Donc, elle nous a pas tout dit, en fait. c'est ça que j'adore. Là, ça a été les semis sur février, mars, avril. Et là, maintenant, la transformation de nos produits. C'est moi qui ai planté la graine au départ. Et là, ça a fait des fruits, des légumes. Et je vais manger ça. Je vais faire manger ça à mes amis, à ma famille, à mon fils. D'accord. Donc, il y a tout un truc hyper valorisant et kiffant. Ça pourrait être une idée pour diversifier ton activité plus tard. Oui, c'est l'idée. Ce serait ma part du job. Ouais. Je pense que je garderai le côté administratif, compta, etc. Pourtant, il est précis, Manu, quand même. Hein. Ah oui, il est précis, mais c'est mieux que ce soit moi qui gère. Non, c'est pas mieux, mais je pense qu'il aime pas faire ça. Et que je me suis peut-être un peu découvert un petit kiff Encore une autre passion. dans la compta. Non. L'administration. Non, ça viendra. L'administratif, non, pardon. pas l'administratif, mais la compta, les factures, les tableurs, des trucs comme ça. Je suis assez à l'aise et c'est OK. D'accord. J'aime bien faire ça. Ok. En tout cas pour l'instant. Et donc oui, l'idée ce serait que lui, il gère tout ce qui est production de plants, de semences, etc. Et que moi, je gère tout le côté transformation. Mais bon, voilà, ça inclut plein de choses. Il faudrait un labo, il faudrait tout ça. Mais j'aimerais vraiment, la saison 2, on aimerait pouvoir sortir un peu de produits transformés de notre production pour avoir une autre source de revenus. Ouais. Voilà. C'est important. Un conseil qu'Olivia avait donné dans le podcast. Oui, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Ok. Tous nos œufs dans le même panier. Tout à fait. Donc là, tu viens de nous parler de ce que tu préfères. Et il y a quelque chose qui est moins sympa pour toi dans cette nouvelle aventure ? Alors, c'est drôle parce que j'en ai parlé hier soir avec Manu et il me dit, c'est sûr que le désherbage, c'est vraiment pas le truc qu'on préfère. Et puis après, il m'a dit, mais bon, toi, t'en as pas fait, donc tu peux pas savoir. C'est vrai que je lui ai laissé cette part du travail. Mais globalement, oui, le désherbage, c'est ennuyant et physique et fatigant. Et puis, c'est surtout infini, en fait, puisque tu désherbes une planche qu'il faut en désherber une autre. Donc après, il y a des techniques, il y a du paillage, etc. Chose qu'on n'a pas eu le temps de faire cette année, donc on s'est un peu laissé envahir par tout ça. Après... Il y a quelque chose qui a été un peu difficile à vivre aussi sans que ça prenne une ampleur énorme, mais c'est quand même assez stressant de se dire, est-ce que ça va pousser ? Ouais. Est-ce que ça va mûrir ? Est-ce que ça va être bon ? Est-ce qu'on va en avoir assez ? Parce que les semis, les plants, on a vite vu que c'était OK. Ça a vite très bien fonctionné, très bien marché. On a vu qu'on était capable de produire. Mais si tu veux, les plants, ils ont 1 mois, 2 mois. Les gens, ils viennent les acheter et après, c'est plus notre problème. C'est notre problème parce qu'on a envie d'avoir des bons retours et que les gens nous disent c'est super, ça a pris, c'est génial, c'était de bonne qualité, etc. Mais si tu veux, c'est plus entre nos mains. Quand tu plantes dans ta serre, quand tu plantes dans ton jardin, il faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Des tomates, ça doit aller au bout, mais c'est moins long. Des aubergines qui doivent aller jusqu'au marron. Voilà, c'est quand même une certaine charge mentale de se dire est-ce que ça va aller au bout, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on a assez arrosé, c'est notre première année. Moi, j'avais pas planté une graine avant l'année dernière. Donc, c'était vraiment un truc de comment ça va marcher, qu'est-ce que ça veut dire ça c'était pas une angoisse, mais c'était quand même une petite chape qui est au-dessus de toi qui te dit parce que là, si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'est comme si on apprenait notre leçon, en fait. Faut pas se dire, là, c'est raté, c'est bon, j'arrête tout, j'y arriverai jamais. En fait, c'est juste relire. Apprentissage. Ouais, tu relis ce que t'as fait, pourquoi tu l'as fait. C'est pour ça on tient un journal de bord, on essaye de noter tout ce qu'on fait. C'est parfait. Tes journées, elles se passent comment aujourd'hui ? C'est quoi ta journée type ? Alors, ça, c'est super parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et ça, c'était quelque chose aussi qui me pesait, je pense, dans mon ancienne vie. Ouais, la routine, les horaires, toujours la même chose, les mêmes semaines qui se ressemblent, quoi. Souvent, on se dit le soir, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait demain ? Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain ? Et puis, en fait, souvent, le programme change.
Il y a quand même forcément des choses... Les impondérables. Oui, les impondérables, oui, on va déposer notre fils à la crèche. Enfin, à part ça, il n'y a pas tellement de journées type. Il y a plutôt des espèces de périodes. On va se dire que là, au mois de mars, 2 ou 3 jours dans la semaine, on va faire les semis. Une fois que les semis ont poussé, il va y avoir de l'arrosage plus, il va y avoir tout ça. Mais il n'y a pas une journée vraiment qui se ressemble, il n'y a pas une période qui se ressemble. Et ça, c'est super. Parce que vraiment, si on faisait que ça, que de planter des graines, toute la journée, tout le temps, faire que ça, sans suivre, en fait, parce que tu t'ennuies, quoi. Tu y réponds ou tu y réponds pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre activité ? Est-ce qu'on vit On vit très bien, oui, on est très heureux. Mais si on parle de l'aspect financier... Parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'était notre première saison, donc voilà, il va falloir qu'on augmente un peu les ventes, etc., les points de vente. La production et les ventes ? Non, la production, c'est OK, on en avait assez. Malheureusement, on n'a pas pu tout écouler en fait cette année, puisque en fait on vient d'arriver, on a eu beaucoup de gens autour de nous qui ont été super enthousiastes. Il y a beaucoup de gens de notre village qui sont venus, par exemple, des anciens et des nouveaux. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. D'accord. Donc non, on n'en vit pas. On est du coup en train d'essayer de trouver d'autres sources de revenus. Et je vais notamment commencer un travail. D'accord. Et je vais être aide cuisinière dans une épicerie traiteur. Trop bien. À Lubersac. Ok. Mais après, je pense que si effectivement vous trouvez plus de circuits de distribution, enfin je vais appeler ça circuit de distribution, ça le fera. Oui, vraiment notre objectif, c'est de pouvoir vivre à deux sur cette exploitation. On sait qu'on ne pourra pas vivre seulement de la vente des plants. Et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on souhaite. Parce qu'on sait très bien que si on se spécialise sur quelque chose, si ça ne fonctionne pas, c'est la cata. Donc on veut vraiment diversifier notre activité. Donc c'est pour ça qu'on fait des plants, des semences, mais on aimerait aussi faire de la vente de produits transformés. Ouais. On aimerait avoir un atelier de poules pondeuses et pouvoir vendre des œufs de pâturage. D'accord. Par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place assez rapidement, qui pourrait être donc du coup une source de revenus supplémentaire, mais qui correspond à un projet, à une activité qui nous plaît. Comment ce changement de vie a impacté, toi, ta vie personnelle ? C'est sûr que ça m'a impacté et ça nous a impacté avec Manu en termes de vie à deux, puisque il faut quand même dire qu'on est deux animaux très sociables et très indépendants. Donc quand on s'est rencontrés et jusqu'à notre vie à Lyon, on peut dire jusqu'au confinement, au premier confinement de ce fameux Coco, je dirais pas qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble, mais on avait quand même chacun vraiment nos activités, nos amis. Donc c'est sûr qu'il a fallu qu'on s'adapte à ça. Et puis il a fallu aussi qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors je pense que la chose qui nous a plutôt aidés, c'est que c'était Manu qui savait comment faire, et donc c'est lui qui m'a guidée, et j'ai été un peu sa petite main ou sa grande main. Ouais, sa petite main, quoi. J'ai vraiment gagné en connaissance et en capacité, en fait, puisque ça y est, je suis capable maintenant de faire ça. On a nos activités, en fait, la répartition... Vous n'êtes pas constamment sur la même parcelle de terrain toute la journée. Ce que je te disais quand tu es venu nous voir, il y a des jours où on peut ne pas se voir. Enfin, on se retrouve pour manger à midi, mais il y a vraiment des jours où on a l'espace, voilà. Et ça nous va, et c'est bien comme ça. Donc ça a impacté ta vie personnelle en bien ou pas ? Oui, sans que ce soit le carnage, et au contraire, en fait, on se soutient vraiment. Franchement, les gens qui se lancent seuls c'est chaud, hein. Dans une activité pareille, c'est chapeau. Est-ce que tu veux me dire ce dont tu es le plus fier aujourd'hui, là, après déjà quelques mois d'expérience, d'installation sur le territoire ? Je suis très fière de la qualité de ce qu'on a pu produire, vraiment, parce que j'ai pu voir, je peux comparer, et je sais qu'on a fait un travail de qualité. Pour nous, c'est soit on fait quelque chose de top, soit on fait rien. Ça, c'est vraiment une fierté que j'ai, c'est d'avoir pu mener à bien ça, et d'avoir des super retours de gens qui nous disent c'est quali, j'ai planté, ça a poussé, les tomates sont super bonnes, j'avais jamais eu de pastèque, j'en ai eu. C'est vraiment ça me rend super fière.
Dis-moi, est-ce qu'il y a des obstacles, alors peut-être que oui, peut-être que non, auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau métier et sur ce territoire? Je t'écoute. L'obstacle principal, ça a été la force physique. Vraiment. En soi, il y a certaines étapes du processus de production de plants qui ne demandent pas une force physique incroyable. Mais charrier les caisses, les porter une fois qu'elles ont été... Ça veut dire quoi, charrier les caisses? Enfin, en gros, c'est prendre des caisses et les transporter, quoi. D'accord. Et en fait, une caisse avec dedans, il y a 40 petits pots de plants. C'est lourd? C'est pas lourd quand il n'y a pas d'eau. Quand ils sont à sec, c'est vraiment pas lourd. Mais une fois qu'ils ont passé 3-4 heures dans l'eau pour bien les arroser et bien les imbiber, en fait, c'est hyper lourd. Plus toutes les constructions qu'on a voulu faire, il a fallu mettre en place, faire des tables, construire des choses. La serre, ça a été un chantier de fou. T'as l'impression de pas être forcément utile? Je faisais mes petites choses, mais c'est vrai que, en fait, oui, quand il a fallu... Alors, c'est sûr, de toute façon, monter une serre seule, c'est impossible. À deux, c'est compliqué. Et puis, quand il faut mettre la bâche, en fait, t'as besoin d'une personne par arceau. Donc, on a fait appel, là, on a fait un chantier participatif. Mais tu vois bien que, quand même, les gros bras, qu'ils soient hommes ou femmes, ils sont quand même plus performants et plus utiles que moi avec mes petits bras, quoi. Donc ça, c'est par rapport à l'activité, enfin, en tout cas, à ce nouveau métier. Et en tant que femme sur le territoire, voilà, avec tes projets, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été bien perçu? Moi, en arrivant là, j'ai vraiment remarqué que les hommes parlent aux hommes. Et quand il s'agit, en plus d'une activité agricole, c'est encore plus marqué et présent. Je pense que dans un premier temps, j'étais beaucoup dans l'observation. Je suis un peu restée en retrait pour voir comment ça se passait. Ouais, tu voulais regarder un peu comment ça se passe. J'ai quand même un peu regardé. J'ai analysé et j'ai essayé de trouver les créneaux où je pouvais m'intégrer, quoi. Et après, j'ai pris ma place, en fait. Je pense que j'ai été plus présente. J'ai fait des ventes toute seule au marché. C'est moi qui suis derrière tous les mails, les réseaux, etc. Donc, quelque part, quand... je sais pas, il y a un client qui vient et qui va directement parler à Manu pour dire oui, je vous ai envoyé un mail et tout. En fait, il me renvoie à la balle puisque c'est moi qui ai géré le dossier. Donc, il y a ce truc un peu ah non, ça, c'est ma compagne qui gère. Mais c'est vrai que ça a été, je sais pas comment dire, j'ai jamais mal pris. Je sais, en fait, c'est nous qui arrivons, quoi. C'est nous les nouveaux. Donc, il faut quand même s'adapter à ce qui est mis en place, sans pour autant s'effacer. Et c'est marrant parce que j'écoutais ce matin le premier épisode avec Lisa. Ouais. Et elle disait, moi, je prends beaucoup les choses avec humour. Je suis assez partisane de ça. Je fais souvent des petites réflexions, des petites répliques, quoi. Ouais. C'est des petites réparties qui vont faire germer des petites graines dans les cerveaux. On a parlé tout à l'heure de l'impact personnel, mais après toi, en tant que femme, vraiment en tant que femme, est-ce que ça a changé des choses en toi? Est-ce que tu es devenue plus forte? Est-ce que tu es devenue plus sensible, plus légère, plus... Je ne sais pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez têtu de base, mais je pense que ça a vraiment renforcé ma ténacité. Et ça m'a appris à me passer de beaucoup de choses. C'est le changement de territoire, le métier, les deux? En fait, le changement de territoire, dans le sens où il y a beaucoup moins de choses accessibles, il y a beaucoup moins de tentations, entre guillemets. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont j'avais pas besoin. Tout à fait. Enfin, en tout cas, moins besoin ou dont je pouvais me passer. Et par rapport au changement de métier, oui, ça m'a montré que si je voulais faire quelque chose, j'y arrivais. Donc même plus obstinée? Oui, j'ai jamais trop douté de moi, mais quelle place je vais trouver? C'est vrai que pendant longtemps, Manu me disait, mais toi, faut que tu définisses ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, de quoi tu as envie, etc. Et en fait, moi, je suis vraiment partie, je l'ai suivi. J'avais ce rôle de maman un peu parce que mon fils n'était pas gardé, donc j'étais là, de toute façon, là, je vais plutôt m'occuper de lui, et puis après, on verra. Et c'est vrai que c'est sur le tas, en fait, T'as trouvé ta place naturellement. Voilà. Enfin, encore plus sûr de ce que je fais. Et de là où je veux aller et de là où je ne veux pas aller. Je voulais te demander, à ton avis, que peuvent apporter les néo-ruraux, donc on se définit comme des néo-ruraux, à un territoire comme celui-là, où ça pourrait être un autre endroit, ça pourrait être l'Auvergne, peu importe, mais... Ça, c'est très... c'est très personnel dans le sens où chacun va pouvoir répondre, et peut-être que le mieux, ce serait de demander aux gens qui sont anciennement là,
de savoir ce que ça leur apporte de vivre à nos côtés maintenant. De ce que je pense, c'est que ça peut parfois redynamiser une certaine vie de village, de ville, de hameau. Et puis ça peut enrichir certaines pratiques. Alors, je dis pas que nous, on arrive et on a des nouvelles méthodes et que ça va fonctionner, mais moi, je crois beaucoup au partage d'expériences. Et l'avantage qu'on peut peut-être avoir, alors après, il y en a qui diront que c'est plutôt des inconvénients, mais je dis on parce que, en fait, tous les gens là de notre communauté, notre petit village gaulois là. Quand tu dis communauté comme Ouais, ça, on dirait qu'elle est amiche. Donc c'est une amiche. Non, mais tous les copains du village, on vient tous de vie plus ou moins citadine, mais surtout de métiers différents. Ouais. Et on s'en sert pour nos métiers d'aujourd'hui. Comme toi avec l'ergothérapie. Voilà, moi avec l'ergothérapie. Et donc on peut, comme je disais, partager nos expériences et faire d'une activité qui est pas forcément hyper dynamique, un peu plan-plan, bah, on peut apporter aussi des nouvelles choses. Des nouveautés, ouais. Des nouveautés. Là, je fais partie du comité des fêtes de mon village. Je suis secrétaire du comité des fêtes de mon village. Et on a créé un groupe WhatsApp. Et c'est vraiment ça peu paraît à dire anodin, parce que pour nous c'est notre quotidien. Ouais, bien sûr. Mais en fait, oui, les anciens du bureau, ils sont hyper contents parce que du coup, on arrive à mieux communiquer. On n'est pas obligé de dire ah bah tu diras à un tel pour la date de la réunion du machin. Non, tout est dans voilà. Je fais des comptes rendus. On sait ce qu'on s'est dit la fois d'avant. Enfin, donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Selon toi, est-ce que le fait de venir vivre à la campagne doit nous couper de toutes les facilités que nous procure Internet, voilà, se couper des réseaux sociaux parce qu'on a choisi un mode différent de la ville. Est-ce qu'on ne peut pas justement continuer à l'utiliser pour se faciliter la vie? Un peu comme ce que tu viens de dire avec WhatsApp finalement. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense pas. Il faut rester à l'aise avec ce qu'on aime faire et ce qu'on avait mis en place. Et voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas s'adapter, parce qu'un réseau qui va fonctionner en ville va pas forcément fonctionner de la même manière. Comme Instagram et Facebook. Voilà, Instagram, Facebook, clairement, en arrivant là, on en parlait l'autre jour, mais clairement, c'est Facebook qui fonctionne plus qu'Instagram. On reste quand même dans une région qui est ultra connectée en termes d'Internet, parce que quand même, on a la fibre. Oui. Hein, pas ici, moi, non. En Corrèze, toute la Corrèze est fibrée, comme on dit. D'accord. Clairement, on capte mieux que quand on était à Lyon, quoi. Ok. Donc, je pense que c'est quand même une volonté de la région, ou en tout cas du département, enfin, je sais pas. Mais voilà, après, moi, c'est quelque chose que j'aime. Partager sur les réseaux, communiquer, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Si on n'est pas à l'aise avec et qu'on n'a pas envie de le faire... c'est ok. Voilà, c'est ok. Enfin, en fait, on fait comme on a envie. Écoute, c'est presque la fin de notre conversation. J'ai des petites questions, les dernières petites questions. Quel est le meilleur conseil qu'on ne t'a pas donné et que toi, tu voudrais aujourd'hui partager aux hommes, aux femmes, qui auraient envie de sauter le pas? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que j'aime pas trop donner des conseils. Je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise « vas-y, fonce ». Plus de fois que ce qu'on a pu me le dire, parce qu'on nous l'a dit, mais pas tant que ça. Ou pas avec autant de détermination, d'enthousiasme. De confiance, en fait. De dire, mais tu vas y arriver, et puis si tu y arrives pas, c'est pas grave. Ce serait ça? En fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, si c'est là où tu veux aller, si ça va te rendre heureux ou heureuse, vas-y, et si tu te trompes, je serai là. Donc, c'est pas un conseil, c'est plus d'être assuré que il y aura un petit parachute ou qu'il y aura un coussin, en fait, qui va te rattraper si jamais, en fait, tu t'es trompé. Parce que se tromper, c'est pas grave. Et comme je disais en début de conversation, on va apprendre de nos erreurs et en vrai, rien n'est définitif et rien n'est grave. Donc, c'est plutôt ça que j'aurais aimé un peu plus entendre et je dis pas que je l'ai pas entendu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Ne t'inquiète pas, parce que en fait, je crois que j'ai besoin d'être rassurée. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et s'il y a quelque chose qui va pas, on sera là, je serai là. Est-ce que tu penses à une femme ou à des femmes qui pourraient prendre la parole sur ce podcast? Est-ce que tu en as quelques-unes en tête ou une? Alors là, oui, j'ai un sacré nombre de copines qui, j'espère, répondra positivement à ton appel parce qu'elles méritent toutes d'être connues. Il y a Laurence qui fait du pain dans notre village, qui s'est lancée là-dedans il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a Louise qui est maraîchère à Besnac, à la ferme des petites bottes.
C'est mignon, ça, la ferme des petites bottes. Ouais, c'est très chou. Il y a Laura qui est arrivée dans la région il y a 10 ans, qui vivait dans le sud et qui a monté sa brocante. Puis il y a Fred aussi, Frédéric, qui tient une épicerie traiteur à Lubersac. C'est elle que je vais remplacer pendant son congé mat. Et puis, un petit extra, guest, mais qui serait vraiment une guest de ouf. Je crois que je sais. Ce serait ma cousine Camille, qui elle est basée en Auvergne, qui a déménagé en même temps que nous et qui vit maintenant en Auvergne et qui est tapissière, qui retape ça c'est top. des fauteuils. Si notamment. Camille elle nous entend, j'aimerais bien la voir en Auvergne. Voilà. Si on devait résumer là, pour conclure, qu'est-ce que tu as gagné en changeant tout ça dans ta vie ? J'ai gagné une qualité de vie que je n'osais espérer. Ce calme et cette beauté là autour de nous, du matin jusqu'au soir, les ciels étoilés de cet été et de l'été dernier. Enfin, j'ai vu des étoiles filantes et des bolides, on appelle ça des bolides. C'était incroyable, vraiment, de pouvoir faire partager ça à mes amis qui sont venus nous voir aussi. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je me sens plus forte, plus grande, t'as dit tout à l'heure. Plus capable, plus vraiment moi, quoi. Plus toi, c'est bien. Ouais. Alors, si ta famille, tes amis, ils étaient là autour de la table avec nous aujourd'hui, avec le recul, à ton avis, qu'est-ce qu'ils te diraient ? Je pense que si nous, Manu et moi, on était en dehors et qu'on pouvait se dire quelque chose, on se dirait waouh. On se dirait que c'est quand même ouf ce qu'on a pu faire en un an. Ça m'émeut beaucoup parce que je pense qu'on se le dit pas tant que ça, et tant mieux parce que ça sert à rien de se dire qu'est-ce qu'on est fier, mais qu'est-ce qu'on est beau. Mais ouais, non, quand même. Et ça, je pense que en fait, je dis c'est nous qui sommes en dehors, mais c'est vraiment tous les retours qu'on a eu de nos amis et de notre famille qui sont venus au début et qui sont venus là cet été et qui sont revenus un an après et qui ont dit mais oui, on vous suit, on voit ce que vous faites parce que vous partagez beaucoup et c'est chouette. Mais vraiment, c'est impressionnant ce que vous avez pu faire. Et c'est vrai que moi, ça me fait ça quand je vais visiter des exploitations ou les maisons, les fermes de nos copains. Je suis impressionnée par le travail qu'on est capable d'accomplir. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, nous. Donc, bravo. Donc, il te dirait bravo, c'est fou. Ouais. Je sais pas vraiment ce que diraient les gens qui s'expriment pas trop ou les gens qui nous ont pas trop dit ce qu'ils en pensaient. J'aimerais juste qu'ils nous demandent si on est heureux et si on regrette pas. On a eu pas mal cette question quand même de alors pas de regret. Pas en espérant qu'on regrettait, mais vraiment pour, je pense, se rassurer eux, leur petite peur. Donc tout de suite je réponds non, jamais de la vie je reviendrai en arrière. Je suis heureuse d'être là, de ce qu'on fait. Ok, on n'a pas d'argent, mais on est heureux et c'est bien l'essentiel. J'espère, je vais pas y arriver. Dans quelques années, j'espère que notre ou nos enfants nous diront merci. C'est parce que c'est quand même une décision d'adulte qu'on a prise. Fils, il avait 6 mois, donc il va pas se dire « Ah, c'était mieux avant » et tout ça. Comme moi, je suis capable de dire à mes parents, ou comme je pouvais dire à mes grands-parents, merci, parce que vous nous avez fait vivre ça, vous nous avez fait vivre ça, merci pour ci ou pour ça. J'espère, voilà, vraiment que dans quelques années, nos enfants, ils pourront nous dire merci et qu'ils sont heureux et que tu as fait le bon choix. Et vous avez fait le bon choix. Qu'on a bien fait de faire ça. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Alors moi, je te dis merci Sarah. Salut, merci beaucoup. Un mot pour la fin ? Belle journée. C'est parfait. Belle journée et merci. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs.
Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.